J'aimerais commencer par vous lire une tribune qui concerne l'annulation du concert de Medine à Saint-Quentin. Tribune initiée notamment par une streameuse Tata Drapi, ainsi que l'auteur et militant antiraciste Amin Snoussi et la journaliste Marion Lopez. Medine est un rappeur qui est aujourd'hui officiellement engagé à gauche, qui assume aujourd'hui dans son positionnement à gauche un discours de convergence des luttes et dont selon moi, les derniers albums sont de plus en plus forts, puissants et courageux. Medine, c'est quelqu'un qui assume dans sa jeunesse, et notamment dans sa jeunesse de rappeur, d'avoir dit des choses qu'il ne redirait pas. Certaines parce qu'il les a dites par provocation et que aujourd'hui ça n'est plus sa manière de s'exprimer. D'autres parce qu'il a changé d'avis sur certains sujets, que précisément il a eu des prises de conscience militantes. Il en parle souvent, du fait que oui, il y a des sujets sur lesquels il a changé d'avis, il y a des phrases qu'il a rappées qu'il ne rapperait plus aujourd'hui. Si vous le connaissez pas et si vous voulez le découvrir, je vous recommande de commencer peut-être parce qu'il a écrit de plus fort et de plus beau ces dernières années. C'est un morceau qui s'appelle L'amour et qui est le morceau conclusif de la comédie musicale La haine. Il est vraiment beau à pleurer. Reste à vivre, qui est aussi, je trouve, un vrai chef-d'œuvre. C'est un rappeur que j'aime beaucoup. C'est lui qui a été traité de rappeur islamiste par Aurore Berger sans le début du commencement d'une preuve ni même d'un argument. Vous avez par exemple ce rappeur islamiste Medine. Ça vous situe qui est Medine? Nous, citoyens et citoyennes, militants et militantes, artistes, journalistes, élus et associations, dénonçons avec la plus grande fermeté l'annulation arbitraire du concert de Medine prévu à Saint-Quentin, décidée par la municipalité sous le prétexte fallacieux de l'intérêt général. Cette décision, dépourvue de toute justification concrète, constitue une atteinte grave à la liberté d'expression et un acte de censure politique, inadmissible dans une démocratie. Aucun motif sérieux, trouble à l'ordre public, risque sécuritaire ou incitation à la haine, n'a été avancé pour justifier cette interdiction. Medine, artiste respecté, a donné des centaines de concerts en France sans incident. La seule vraie raison semble donc être son engagement pour la Palestine et sa dénonciation des crimes commis à Gaza. En invoquant l'intérêt général sans précision, la mairie de Saint-Quentin punit un artiste pour ses opinions, confisque au public le droit à la culture, valide une logique de répression des voix critiques dans un contexte où toute solidarité avec Gaza est systématiquement criminalisée. Si une municipalité peut interdire un concert au motif que l'artiste dérange politiquement, quelle voix dissidente sera encore autorisée demain ? Cette décision s'inscrit dans une dérive autoritaire inquiétante et organisée, ciblant les voix pro-palestiniennes, annulation de conférences, dissolution d'associations, pression sur les médias, ainsi qu'une instrumentalisation de l'ordre public pour étouffer le débat démocratique. Nous refusons que la culture soit prise en otage par des considérations partisanes. Saint-Quentin, comme toute ville de France, doit être un lieu de création libre, pas de répression idéologique. Nous demandons à Frédéric Macarez, maire de Saint-Quentin, de rétablir immédiatement la programmation de Medine et un engagement public garantissant que les préférences politiques de la mairie ne dictent pas la vie culturelle locale. Tribune à laquelle je souscris entièrement. Vous le voyez ici, un acte particulièrement grave parce que le concert de Medine n'a pas été déprogrammé par la salle, ce serait déjà grave. Mais son concert a été purement et simplement interdit par la mairie elle-même. Donc c'est une décision purement politique. Et à côté, le Hellfest peut programmer un meurtrier homophobe tranquillou. Bah voilà en fait, fin de la blague. Le Hellfest fait jouer un meurtrier homophobe et ne voit pas le problème. Condamné pour avoir tué un homme gay de 37 coups de couteau, le batteur norvégien Bard Eytun se produit le 21 juin à Clisson. Le festival, qui attend 240 000 visiteurs, ouvre grand les bras à d'autres artistes problématiques. L'annulation du concert de Medine, c'est vraiment absolument scandaleux. Il n'y a rien dans les textes récents de Medine qui est répréhensible, et au-delà d'être même répréhensible, qu'on peut lui reprocher. Il n'y a rien, absolument rien. À ma connaissance, Medine n'a jamais été condamné par la justice pour quoi que ce soit. Il a eu des phrases dans des morceaux qu'il regrette, et il le dit. Et je trouve que de la part d'un artiste, c'est courageux et précieux. Et c'est terrible de voir qu'il est là frappé d'une interdiction sans le début du commencement d'une justification par une municipalité. On est de l'ordre de la censure politique pure et simple. Je vous rappelle quand même que Éric Zemmour, délinquant multi-condamné, non seulement il peut continuer de s'exprimer, il a micro ouvert partout. En septembre 2021, Éric Zemmour, il n'est pas encore candidat à la présidentielle, il vient de sortir un livre qui est clairement un livre programmatique, et il fait le tour de toutes les villes de France pour faire des conférences qui en fait sont des pré-meetings. C'est la parole d'un délinquant multi-condamné pour incitation à la haine raciale et religieuse, et il n'y a pas une municipalité qui bronche. Pire, dans certaines municipalités, le maire de la ville est non seulement présent dans la salle, mais présent sur scène. Je pense bien sûr à la conférence qu'Éric Zemmour donne à Béziers, conférence dans laquelle Robert Ménard, le maire de Béziers, est sur scène avec lui. Là, vous voyez bien le degré non seulement de racisme, évidemment, et d'islamophobie claire, crasse, mais aussi de censure qui existe pour qu'un maire d'une municipalité fasse interdire le concert d'un artiste à qui on n'a rien à reprocher. Tous les arguments sont bidons. Trouble à l'ordre public, de quoi ?
Est-ce qu'il y a un concert de Medine qui s'est mal passé? Il n'y en a pas un. Incitation à la haine? D'où? Enfin rien. Intérêt général. Mais l'intérêt général en démocratie, c'est de laisser le débat suivre son cours et la liberté d'expression être respectée. C'est ça la définition de l'intérêt général. Quand tu commences à interdire le concert de quelqu'un qui n'a enfreint aucune règle, qui n'a jamais été condamné, simplement parce que ça ne plaît pas à la mairie, ça s'appelle de la censure politique pure et simple. Et je suis d'accord avec ce que dit la tribune. Cela rejoint malheureusement des précédents tragiques et inquiétants de meetings électoraux et de conférences qui ont été interdites, notamment dans des universités au simple motif qu'elles étaient centrées sur le soutien aux Palestiniens de Gaza et aux Palestiniens plus généralement. Et là, tu vois bien qu'il y a une criminalisation d'une opinion. On a parlé de comment est-ce que l'odieux délit d'apologie du terrorisme, dont tout le monde savait depuis le début qu'il pouvait être instrumentalisé à des fins politiques, parce que bien sûr, personne ne va dire que faire l'apologie du terrorisme, c'est bien, mais tout le monde savait que ce prétendu délit d'apologie du terrorisme introduit sous François Hollande, potentiellement, c'était une dérive qui permettait de réprimer des voix politiques en les assimilant à un soutien à un quelconque terrorisme. Au motif fallacieux de ce prétexte, on a vu des conférences être interdites, on a vu des orateurs et des oratrices être attaqués en justice au motif que soutenir les Palestiniens de Gaza, ce serait soutenir le Hamas et donc faire l'apologie du terrorisme. Et ce qui évidemment est un mouvement absolument odieux et fallacieux. Vous verrez que demain, des conférences qui auront lieu pour débattre d'idées de gauche, pour parler simplement de réactions d'ampleur au réchauffement climatique, pour parler d'une alternative possible à l'économie capitaliste, pour parler de militantisme. Vous verrez que ces conférences seront interdites en s'appuyant sur le prétendu délit d'apologie du terrorisme et sur le prétendu trouble à l'ordre public. On a là, avec Medine, la première étape et tout le monde ferme sa gueule. Pourquoi? Parce que le travail de sape autour de la personne de Medine a été tellement bien fait. Il y a eu une telle désinformation, il y a eu tellement d'hommes politiques qui lui ont tapé dessus à bras raccourcis sans le début du commencement d'un argument. Enfin, Aurore Berger qui le traite d'islamiste, c'est même pas qu'elle a pas de preuves, c'est qu'elle a même pas d'argument. Elle le fait néanmoins. Sauf que le poison passe entre les mailles de l'armure et que Medine est devenu une personnalité controversée. Controversée pourquoi? Pour rien. Le seul malheur de Medine, c'est d'avoir eu dans ses textes il y a des années des phrases qu'il ne redirait pas aujourd'hui, spoiler comme tous les rappeurs. L'interdiction par pure raison de censure, elle est explicite dans le cas de Medine et tout le monde, toute la gauche, tous les intellectuels devraient ouvrir sa gueule, tout le monde devrait se sentir concerné, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Medine, et qu'on trouve ou non que ce qu'il a pu dire il y a 10 ans est bon ou mauvais. C'est-à-dire que là, on devrait tous être arc-boutés sur cette question-là, parce que c'est notre liberté à chacun et chacune. Hier, on a commencé à interdire des conférences dans les universités, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Ensuite, on a interdit des meetings politiques en pleine période de campagne électorale. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, maintenant, c'est un artiste qui se voit censuré pour des raisons purement politiques et fallacieuses. La pente, elle est claire, on sait où elle commence et on sait où elle va. Donc voilà, donc évidemment, soutien à Medine. Tout le monde devrait être derrière Medine parce que c'est la liberté d'expression là qui est en jeu et que là, elle est attaquée de manière extrêmement claire. YouTube, petite pause dans la vidéo pour apporter quelques compléments parce que on s'est rendu compte en regardant notre propre montage que cette vidéo pouvait donner l'impression que le cas Medine serait une pure nouveauté, que aucun précédent n'existerait. Évidemment, ça n'est pas le cas et d'ailleurs, ce sont des choses que l'on a largement couvertes ici. Il faut bien sûr rappeler que Merwan Benlazar a été évincé de France 2 après une chronique qui a eu le malheur de ne pas plaire à quelques islamophobes, dont la ministre de la Culture elle-même, Rachida Dati. Évidemment, on a parlé longuement du cas de Guillaume Meurice, licencié de France Inter. Donc ça n'est pas la première fois que la censure politique frappe directement ou indirectement le monde de l'art. Et bien sûr, on en parle pour le coup dans cette vidéo. Il y a les cas des conférences et des meetings organisés par notamment Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon qui ont été interdits lors de la dernière campagne européenne avec des fondements légaux ténus, pour ne pas dire totalement inexistant. Donc le cas Medine n'est pas une nouveauté, ça n'est que la dernière occurrence d'une longue série, mais il mérite que l'on s'y attarde précisément parce qu'il intervient, on va le voir, dans un contexte où l'état de droit lui-même est désormais explicitement remis en cause et je pense que cela pour le coup doit attirer toute notre attention. Une dernière précision, on pourrait être tenté de faire remonter cette longue série jusqu'à Dieudonné et c'est là que moi je m'arrête. Je vous rappelle que à la différence de toutes les personnes que je viens de citer, Dieudonné lui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine antisémite. Il me semble donc qu'il est en l'occurrence totalement impossible de le mettre sur le même plan que les cas que je viens de citer. Ceci étant dit, et j'en profite, YouTube, abonne-toi, je vous rappelle que ces vidéos ne sont pas sponsorisées mais que c'est la meilleure manière de me filer un coup de main et sur ce, retour immédiatement à la vidéo.
J'en viens à notre ami. Bruno Retailleau qui est encore en couverture du journal du dimanche. Les deux sujets ne sont pas les mêmes, mais vous allez voir qu'étonnamment, ils sont liés. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur Médine et écoutez bien. Vous dénoncez les illusions de la gauche, mais la droite aussi a gouverné une bonne partie des 40 dernières années. La droite s'est contentée d'être une gauche un peu moins dépensière, un peu plus sécuritaire, mais sans rompre avec les dogmes dominants. Or, il ne suffit pas de corriger à la marge, il faut une révolution idéologique. Et cette révolution, la droite doit enfin l'assumer pleinement. Donc là, vous voyez que Bruno Retailleau va extrêmement loin. Quels sont, selon vous, les dogmes de gauche encore dominants aujourd'hui dans l'appareil d'État ou dans les esprits? Les dogmes de gauche, nous dit Bruno Retailleau, dominent encore non parce qu'ils gouvernent, mais parce qu'ils ont colonisé les esprits. Je ne sais pas si le mot est choisi volontairement ou pas, mais il n'est pas anodin. L'état de droit devient de plus en plus un cadre idéologique contraignant plutôt qu'un cadre juridique. Si la droite veut revenir, elle doit d'abord reprendre le pouvoir dans sa tête. Cela suppose une parole libre et surtout une parole vraie. Même avec une victoire dans les urnes, le pouvoir reste contraint. Institutions, juges, blocages, comment reprendre réellement la main dans un système verrouillé? Et là, il va aller plus loin. Reprendre le pouvoir dans les urnes, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il faudra engager 3 révolutions, à commencer par une révolution juridique. Il s'agit de revenir à la source du droit, la souveraineté populaire. Le vrai risque aujourd'hui, c'est que l'état de droit tel qu'il fonctionne entre en conflit avec la démocratie. Or, il n'a de sens l'état de droit que s'il repose sur la volonté du peuple. Dire cela, c'est nier l'état de droit. Je vous rappelle que quand Bruno Retailleau parle d'état de droit, ce que vous devez entendre, c'est le respect des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Quand Bruno Retailleau nous dit l'état de droit n'a de sens que s'il repose sur la volonté du peuple, ça veut dire le peuple, s'il le désire, devrait pouvoir piétiner les droits fondamentaux ou les libertés fondamentales d'une partie de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous invoquez la souveraineté populaire, mais l'histoire montre qu'elle peut aussi verser dans la violence. Et là, regardez ce que dit Bruno Retailleau. La souveraineté populaire, ça n'est pas un concept abstrait, c'est une question simple. Qui gouverne? Aujourd'hui, les peuples votent, mais leurs choix ne sont pas appliqués. Pierre Rosanvallon prétend que les juges incarnent autant que les élus la souveraineté du peuple. C'est une confusion dangereuse. Comme l'a dit Marcel Gauchet, qui est aujourd'hui, et je le dis en le déplorant, un des philosophes idéologues de l'extrême droite. Comme l'a dit Marcel Gauchet, on glisse vers un progressisme autoritaire. Prenez l'immigration. Sans réforme constitutionnelle pour permettre un référendum via l'article 11, aucun vrai changement ne sera possible. Bruno Retailleau nous dit ici ce que je vous avais prédit il y a 1 an. Il veut s'attaquer à la Constitution. Et là, il veut s'attaquer à la Constitution en profondeur. Il veut pouvoir consulter les Françaises et les Français sur tous les sujets. Et donc avoir une décision d'une telle légitimité que probablement le Conseil constitutionnel ne pourra pas s'y opposer. Bruno Retailleau s'attaque à l'état de droit. Il nous explique que l'état de droit doit être subordonné à la volonté populaire. Autrement dit, l'État français doit respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyennes et des citoyens tant que la volonté populaire n'a pas dit le contraire. Si le peuple veut opprimer les libertés et les droits d'une partie des citoyens, voire d'une partie des habitants, le peuple doit pouvoir le faire. C'est la traduction concrète des phrases claires de Bruno Retailleau. C'est cela qu'il souhaite. Et là, c'est absolument capital parce que immédiatement derrière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous devons réviser la Constitution pour pouvoir consulter le peuple sur tous les sujets, sans censure possible du Conseil constitutionnel. » La démocratie, c'est pas simplement le peuple fait tout ce qu'il veut, c'est le peuple fait tout ce qu'il veut tant qu'il respecte les droits fondamentaux et les libertés publiques. Notez cela, la position de Bruno Retailleau, de dire aussi clairement, aussi explicitement, l'état de droit non seulement n'est pas un totem, mais doit être subordonné à la souveraineté populaire. Cette phrase, il y a, à ma connaissance, une autre personne aussi visible que lui qui a eu le courage d'être aussi clair que ça avant lui, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, 2021-2022, pendant la campagne électorale, il dit ça clairement. Je ne remets absolument pas en cause la Déclaration des droits de l'homme. Je ne remets absolument pas en cause les principes même de l'état de droit. Je remets en cause, en revanche, la liberté qu'ont les juges, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, etc., d'imposer leur doxa au peuple qui n'en veut pas. Est-ce qu'on choisit la protection des Français ou est-ce qu'on choisit
ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit, c'est-à-dire que le juge a le droit, au nom de l'indépendance et au nom de l'état de droit, de fouler aux pieds, au nom de son idéologie victimaire, la protection des victimes. L'état de droit, c'est pas la même chose. C'est le juge qui détermine en fonction des principes, qu'il interprète de lui-même, à propos de vagues textes dans les déclarations des droits de l'homme dont il fait ce qu'il veut, va devoir choisir entre la démocratie et l'état de droit. Ce qu'Éric Zemmour ne pouvait dire qu'avec précaution il y a 4 ans, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, le dit noir sur blanc. Et tout le monde s'en fout. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir barrage contre Bruno Retailleau? Eh ben, c'est une bonne question, et en fait, ça va être plus difficile. Non seulement Bruno Retailleau va plus loin du point de vue de la remise en cause des règles démocratiques, de l'idéal démocratique, de l'état de droit, du respect des droits fondamentaux, non seulement il va plus loin qu'Éric Zemmour, en tout cas il est plus clair qu'Éric Zemmour, mais en plus, en effet, Bruno Retailleau est candidat pour les Républicains, pas pour le Rassemblement National. Pas pour Reconquête. Il n'est pas perçu comme d'extrême droite. Il l'est. Il est plus que d'extrême droite, c'est un fasciste. Mais il n'est pas perçu comme tel. Il n'est pas présenté comme tel. Il n'a pas cette étiquette. Et d'ailleurs, il l'a tellement pas qu'il est au pouvoir. Les citoyennes et les citoyens ont voté pour le macronisme aux dernières législatives pour faire barrage à l'extrême droite. Il et elle se retrouvent avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui va aujourd'hui, dans la remise en cause de la démocratie, beaucoup plus loin que Marine Le Pen elle-même, beaucoup plus loin qu'Éric Zemmour. Mais il n'est pas perçu comme tel, il n'est pas présenté comme tel. Et si demain, au second tour de l'élection présidentielle, on a un Bruno Retailleau, est-ce qu'on aura un front républicain? Est-ce que les gens comprendront l'absolue nécessité d'éviter que cet homme-là parvienne au pouvoir? Pas sûr. Est-ce que derrière, s'il devait devenir président de la République, est-ce qu'on réussirait même à avoir une alliance de gauche aux législatives qui suivent pour y faire obstacle? Pas sûr, parce que médiatiquement, il est perçu comme moins dangereux, moins menaçant. Alors que, encore une fois, il va plus loin. Une fois que j'ai dit tout cela, j'en reviens à Médine. Est-ce que vous voyez la pente sur laquelle on est? Nous avons un ministre de l'Intérieur, président d'un grand parti, les Républicains, candidat soutenu par des réseaux médiatiques excessivement puissants, tant ceux de Vincent Bolloré que de Pierre-Édouard Stérin. Nous avons Bruno Retailleau, qui aujourd'hui propose explicitement de sortir de l'état de droit. Et nous avons au même moment un artiste dont le concert est interdit sans la moindre justification par une mairie. Pure censure politique. Si aujourd'hui c'est Médine qu'on censure comme cela dans une grande ville de France parce qu'il a le simple malheur d'apporter son soutien aux Palestiniennes et aux Palestiniens, alors demain ce sera quoi ? Demain, si ça arrive à d'autres, si ça arrive à des militants écologistes, à des militants anticapitalistes, si ça arrive à des artistes un tout petit peu contestataires, qui ont le malheur d'avoir simplement une parole qui déborde un peu, bah c'est des artistes, oui, ils sont fâchés, ils sont en colère, et alors ? Et c'est très bien, quand ça leur arrivera à eux et à elles, alors peut-être qu'on aura là un mouvement d'émotion. Si demain, Bruno Retailleau ancre dans la Constitution, comme vous le voyez, il le souhaite, l'idée que la majorité a tous les droits, que la souveraineté populaire doit l'emporter sur l'état de droit et que si le peuple désire opprimer les droits d'une minorité, il doit le pouvoir. Le jour où on aura une Constitution modifiée, avec inscrite en son sein l'hypothèse fasciste, le jour où ça arrivera et où nous n'aurons même pas de recours parce que la loi aura été changée, qu'est-ce qu'on fera? Et est-ce que ce jour-là, on ne s'émeuvra pas en se disant, tiens, Médine c'était l'un des premiers. Et ce jour-là, j'ai rien dit.